Salut et bienvenue dans Industriel, le podcast qui donne la parole aux femmes qui font bouger l'industrie. Ce podcast est porté par l'AFACTO, collectif de jeunes engagés pour l'industrie, initié par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Ici, on parle parcours, défis, inspiration et surtout de celles qui osent casser les codes et réinventer l'industrie. Je suis Julia Elbaz, consultante et passionnée par l'industrie et cofondatrice de l'AFACTO. Dans ce tout premier épisode, j'ai la chance de recevoir Anaïs Boisgili, marraine de l'AFACTO. Alors c'est un moment un peu particulier pour moi parce qu'Anaïs a été une des premières personnes à répondre présente quand je bossais sur mon mémoire de fin d'études sur la réindustrialisation. Et quelques années plus tard, c'est un plaisir de lancer ce podcast avec toi. Bonjour. Bonjour. Alors Anaïs, on te présente souvent comme chercheuse, consultante, directrice stratégique, autrice. Est-ce que c'est ça, être une jeune dans l'industrie, jongler entre plusieurs casquettes ? Alors, je ne sais pas si je suis encore une jeune dans l'industrie, mais moi, c'est mon choix de jongler entre plusieurs casquettes. Je pense que l'enjeu est plutôt d'arriver à se construire et avoir une opinion qui soit un peu systémique, c'est-à-dire ne pas uniquement rester dans son couloir de nage et être capable de comprendre les interactions entre les différentes activités, les différents enjeux qui se jouent actuellement pour essayer de construire les meilleures décisions, faire les meilleurs choix possibles. Et c'est vrai que quand on a tendance à être spécialisé dans son domaine, on est très bon souvent comme ça, mais ça peut parfois être aussi une faiblesse parce que on voit pas toujours tout ce qui se passe autour. Ce qui veut pas dire que tous les gens qui ont un domaine de spécialité sont comme ça ou que tous les gens qui ont une vision systémique sont meilleurs, mais je pense qu'on a vraiment besoin des deux dans la période actuelle, à la fois des gens qui sont des experts et en même temps d'autres qui ont une vision peut-être plus systémique pour voir là où se font les nœuds et les interactions. Et toi, de base, tu n'étais pas destinée à l'industrie. Tu as commencé par un parcours et des études en géographie. Et donc, là, maintenant, tu te vois en plein dedans, finalement, dans l'industrie. C'est quoi, finalement, l'histoire derrière cette rencontre ? Alors, c'est vrai que je ne me destinais pas du tout à faire une thèse sur l'industrie, ni à travailler dans l'industrie. J'ai choisi mon sujet de thèse sur la réindustrialisation parce que c'était un thème qui était revenu dans le débat public dans les années 2012-2014, entre le rapport Louis Gallois, le ministère du redressement productif d'Arnaud Montebourg, et même un peu avant, on avait déjà eu une prise de conscience de la situation et de l'état de l'industrie française en 2008 avec la crise économique et financière, ce qui avait donné lieu aux États généraux de l'industrie en 2009. Donc il y a eu une sorte de bouillonnement autour de l'industrie qui n'a fait que monter jusqu'en 2020, où là, le sujet est vraiment devenu un sujet central dans le débat public avec la pandémie, puis la guerre en Ukraine. Et en 2015, quand j'ai commencé ma thèse, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de comprendre est-ce qu'on pouvait se réindustrialiser, comment, à quelles conditions, qu'est-ce que ça voulait dire se réindustrialiser dans le contexte européen. À ce moment-là, on parlait très très peu des questions environnementales et de décarbonation. C'est un sujet qui est vraiment devenu central à partir de 2020 également. Maintenant, on en parle beaucoup, même si on voit que ce sujet est plutôt fragile dans le débat public, notamment avec le retour de Donald Trump. Et en fait, c'est un peu le hasard. J'ai rejoint un cabinet de conseil qui a financé ma thèse. Et puis, quand j'ai fini ma thèse, je suis restée dans ce cabinet. Et puis, à un moment, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais faire après ? Est-ce que je reste dans le conseil pour devenir associée dans un cabinet ou est-ce que je vais ailleurs ? Et j'ai eu la chance de rencontrer Raymond Silla, qui était le PDG d'Humens à ce moment-là, qui m'a proposé de rejoindre le groupe en tant que directrice de la stratégie et des sujets RSE, et en particulier des sujets de décarbonation. Et c'était vraiment une chance et une confiance, et aussi une rencontre qui s'est faite avec une équipe, à la fois l'équipe du COMEX d'Humens et aussi ses actionnaires. Donc, entre conseil, recherche, comment tu résumerais finalement en 3 mots ton parcours ? Ah, c'est ça, très, très difficile. J'aurais dit original, parce que c'est pas si courant que ça d'avoir fait de la recherche et ensuite d'aller dans des fonctions plus opérationnelles. Il y a curiosité, parce que c'est aussi la volonté de voir des choses qu'on ne connaît pas, et la détermination, parce qu'il faut à un moment être aussi déterminé
à s'impliquer dans les choses, s'impliquer dans les organisations et aussi avoir envie parfois d'essayer de faire bouger les lignes, ce qui peut être plus ou moins douloureux selon le caractère qu'on a et comment on présente les choses. C'est vrai que quand on parle d'industrie, on la présente souvent comme un monde d'hommes. Est-ce que toi, tu confirmes? Est-ce que toi, tu as dû aussi t'imposer, réinventer tes propres règles? Comment? Alors, dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, alors bien sûr, on a une majorité d'hommes, comme il y a une majorité d'hommes dans l'industrie, mais le COMEX est paritaire. On a des femmes qui sont toutes, qui sont, à mon avis, qui pourraient être considérées comme des modèles parce qu'on a beaucoup de femmes qui sont dans des responsabilités clés pour l'entreprise, la responsable supply chain, la responsable de la fabrication, après sur des fonctions comme la direction commerciale, les ressources humaines et le juridique, le contrôle de gestion, mais dans des fonctions très opérationnelles où on pourrait se dire sur la fabrication et la supply chain, ça serait plutôt des hommes. Dans cette entreprise, il y a des femmes, donc ça montre que les choses changent. Après, on dit l'industrie est un monde d'hommes et c'est le cas, mais le problème vient aussi de très très loin, c'est-à-dire que dès les bacs plutôt à vocation scientifique, on se rend compte qu'il y a moins de femmes et ça s'accentue sur les écoles d'ingénieurs, etc. Donc c'est quelque chose qui ne fait que se déporter et qui s'accentue à chaque étape, le bac, puis les écoles d'ingénieurs, puis après les métiers plus opérationnels. Je ne dirais pas que j'ai eu à réinventer quoi que ce soit parce que je crois que quand on est soi-même, c'est la meilleure manière de faire les choses. Et être soi-même, c'est aussi expliquer aux autres qu'il y a des manières de fonctionner et des limites qu'on doit respecter. Et donc, on doit apprendre à fonctionner collectivement. Peut-être ça a été plus dur dans le conseil, pas dans le cabinet où j'étais parce qu'il y avait quand même des femmes, mais plutôt chez certains clients où il y en avait pour lesquels, oui, clairement... être une femme semble être un problème et je donnerai 2 anecdotes. Un client qui était un ancien actionnaire d'un de nos clients et qu'on a rencontré, tout le monde a pu se présenter. J'étais la dernière du tour de table et moi, je n'ai pas eu le droit de me présenter. Donc, c'était... Et ce qui pouvait être un peu triste, c'était la réaction aussi des hommes avec qui je travaillais qui n'ont pas forcément imposé le fait que je me présente. Et une autre fois où... j'avais beaucoup de mal à pouvoir poser mes questions dans une réunion. Heureusement, il y avait quelqu'un avec qui je travaillais qui s'appelle Jules. Donc, d'ailleurs, on le salue s'il écoute le podcast. Jules, qui est un mec super avec une grande expérience dans l'industrie, qui a dit « Mais Anaïs a une question à poser. » Donc, j'ai eu le droit de poser ma question. Et le regard a vraiment changé après la visite d'usine parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, je n'étais pas moins compétente que mes collègues. Mais là, on parle de 2 cas sur... plusieurs dizaines de clients et de personnes que j'ai rencontrées dans l'industrie. Alors bien sûr, il y a des vieilles générations, il y a des gens qui regardent les femmes un peu de travers, mais ça, on le trouve aussi dans les autres métiers. C'est-à-dire l'espèce de défiance ou de certains hommes qui ont envie de se retrouver entre hommes, on le retrouve partout et je pense que c'est une mauvaise idée de dire c'est propre à l'industrie en fait. Si je résumais de manière un peu cash, des vieux cons, il y en a partout et pas que dans l'industrie. Et il y en a peut-être moins dans l'industrie qu'ailleurs, même si le secteur a vraiment besoin de renouveler son image et notamment dans la représentation qu'on en a, comment les visages qu'on met en avant, les histoires qu'on met aussi en avant dans l'espace médiatique. Il y a un gros boulot à faire, mais c'est un secteur qui reste aussi très chouette avec une grande diversité. Et moi, je trouve surtout des gens avec qui c'est passionnant de travailler pour leur motivation à faire les choses et aussi à essayer de faire évoluer les choses. Oui, c'est vrai que l'industrie aujourd'hui, c'est un secteur qui est passionnant et qui intéresse de plus en plus les jeunes. Mais comme tu l'as dit, dès le bac ou dès le début des études supérieures, on peut avoir aussi des biais parfois inconscients qui font qu'on ne se projette pas forcément dans l'industrie, dans ces vocations-là. Est-ce que concrètement, comment aujourd'hui on fait pour finalement hacker ces biais? Comment on peut... conseiller un peu ces jeunes filles qui veulent se lancer, ces jeunes femmes? Je ne sais pas si je suis la mieux placée mais pour les conseiller, mais je pense qu'il faut dire aux femmes, et de manière générale, pour aller dans l'industrie, parce que les biais qu'on peut avoir, à mon avis, ne concernent pas que les femmes, mais aussi les hommes. Mais c'est-à-dire il faut oser aller voir, oser
faire des choses qui vous plaisent et qui vous animent. C'est pas parce que peut-être qu'il y a on construit des biais dans la société, qu'on se dit qu'il y a plutôt des métiers pour les hommes et plutôt des métiers pour les femmes, que les femmes ne pourraient pas faire certaines choses, qu'il faut rester sur ces représentations qui sont faussées. Et donc, pour ça, c'est à la fois procéder dans des changements dans le système, travailler sur l'ouverture de l'industrie, mais c'est aussi à chacun d'aller parfois pousser les portes pour voir qu'il y a une place qui est disponible, accessible, et qu'il y a finalement une place pour tout le monde. En tout cas, dans l'industrie, il y a une certitude, il y a une place pour tout le monde, et je pense qu'il y a en particulier besoin des femmes, et je ne vais pas m'étendre dans les comparaisons femmes-hommes, fonctionnement, parce que ce n'est pas mon expertise. Par contre, ce que je peux partager en termes d'expérience et de retour d'expérience pour toutes les entreprises que j'ai pu croiser dans le conseil, c'est quand il y a des femmes à un haut niveau dans le management et qui ont des responsabilités de management dans l'entreprise, eh bien, les choses se passent parfois mieux. Il y a moins de guerre, il y a moins de guerre d'ego, il y a plus de souplesse, il y a plus d'envie d'avancer dans le sens du collectif. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mecs super. Je ne veux pas rentrer dans des faux biais ou moi-même créer des représentations. Mais en tout cas, il y a une forme de bienveillance qu'on retrouve peut-être moins quand on a des entreprises avec, par exemple, un COMEX 100% masculin, où on peut avoir parfois des guerres d'ego un peu plus fortes que quand on a une parité avec les femmes. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'industrie, elle est beaucoup plus féminine qu'avant, mais elle garde quand même cette image froide, peut-être un peu dure, fermée. Qu'est-ce qui bloque? Moi, je sais que parfois, souvent, c'était le manque un peu de, je sais pas, de rôle modèle. Finalement, il y avait moins de personnes peut-être qui pouvaient m'inspirer dans les entreprises dans lesquelles je candidatais au début de mon parcours, ou peut-être, je sais pas, dans la culture de l'entreprise. Je sais pas, qu'est-ce qui me manquerait à tes yeux? C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on organise des événements, souvent, c'est difficile de trouver des femmes pour intervenir. En plus, avec deux choses que je constate et qu'on trouve dans plein de domaines. Un, il y a moins de femmes, et donc du coup, elles ont un sujet parfois de disponibilité de bande passante, parce que il y a une vie très, 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 très chargée, hein, et il y a aussi des études qui montrent que eh bien, la responsabilité de la famille et de tout ce qui va avec, elle repose souvent plus sur les épaules des femmes que sur celles des hommes. Donc, ça induit aussi moins de temps. Et la deuxième chose, c'est que les femmes s'interdisent souvent de parler. Alors, elles ne s'interdisent pas de parler sur leur domaine d'expertise, mais en général, c'est pas un sujet qui est parfaitement le sujet maîtrisé, les femmes s'interdisent de prendre la parole, alors que les hommes, même si c'est pas leur sujet, vont plutôt tendance à dire ok, je peux y aller. Et ça, je pense qu'on peut interroger tous les programmateurs des chaînes télé, ils feront le même constat sur le fonctionnement entre les hommes et les femmes. Donc il y a sûrement ce sujet de rôle modèle, de montrer que des femmes font des choses. Et pourtant, il y en a plein aussi, hein. Je veux dire, il y a plein de dirigeantes qui sont des femmes, il y a plein de scientifiques qui sont des femmes, il y a plein de créatrices d'entreprises innovantes qui sont des femmes, que ce soit dans l'industrie ou dans les services. Donc elles sont présentes. Mais de fait, quand on les retrouve moins dans les écoles d'ingénieurs, on les retrouve moins dans les directions techniques. Et donc, on a peut-être ce sujet de rôle modèle. Donc, c'est mettre en avant, mais c'est aussi créer une culture d'entreprise. Je pense que si on ne se sent pas rassuré en tant que femme de rejoindre une entreprise, c'est pas tant parce qu'on ne voit pas forcément de femmes, c'est qu'il y a peut-être quelque chose dans la culture d'entreprise qui nous dit que ça ne sera pas là qu'on s'épanouira. Et est-ce que c'est pas là qu'on s'épanouira en tant que femme, en tant que jeune, en tant que parcours différent, en tant que culture, environnement socio-culturel différent? Il y a plein de choses qui peuvent jouer. Et souvent, on se rend compte que si les jeunes femmes ne se sentent pas à l'aise, il y a plein d'autres jeunes qui ne se sentiront pas à l'aise, parce que c'est la culture de l'entreprise qui n'est pas forcément adaptée aux évolutions de ces dernières décennies. Oui, c'est vrai. Et surtout là, sur la question du recrutement, est-ce que parfois tu n'as pas l'impression que parfois le quota, ou parfois quand tu es sollicité dans des événements, d'être sollicité parce que rentrer dans le quota féminin, parfois c'est un peu...
peut-être le tremplin pour amener des femmes un peu sur la scène publique, ou parfois c'est plus une béquille de vouloir mettre des femmes pour des femmes? Alors, moi, j'ai pas été trop confrontée à ça. Peut-être au début. Je l'ai plus ressenti sur des sujets de plateau télé où on a plus le sentiment qu'il y a la volonté d'avoir la parité. Et donc, on invite une femme et même si, voilà, il y a parfois un côté un peu artificiel. Même si je trouve que les choses s'améliorent aussi parce que, par exemple, il y a uniquement sur le monde médiatique, il y a une initiative comme les experts qui a été créée, donc qui permet plus facilement aux journalistes et aux programmateurs d'aller trouver différents profils de personnes qui s'expriment assez peu dans l'espace médiatique, donc qui sont peu connues, peu repérées, alors qu'elles ont des millions de choses à dire parce qu'elles sont expertes dans des domaines très, 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 très variés. Quand on fait des événements, on peut aussi aller voir sur les experts et trouver des personnes qui collent. Et c'est vrai que parfois, il y a le sentiment que c'est un petit peu forcé, mais quand on a le sentiment que c'est un petit peu forcé, c'est peut-être parce que le travail de sourcing n'a pas été très bien fait. Moi, je pense qu'il vaut mieux, on l'a eu plusieurs fois sur le cycle Renaissance industrielle qu'on fait avec la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, où on s'est retrouvés dans des tables rondes où on n'avait que des hommes parce que les femmes qu'on avait sollicitées n'étaient pas disponibles. Et si on ne trouvait pas d'autres personnes expertes, on se retrouvait avec que des hommes. Mais en même temps, je trouve qu'on est aussi là pour apporter une connaissance. Et donc, c'est regrettable. Et moi, ce que je trouverais intéressant, c'est de voir comment on peut travailler pour qu'il y ait plus de femmes dans les directions générales, dans des postes techniques, ce qui nous permettra aussi d'avoir plus de personnes à inviter. Et comment aussi on travaille pour donner confiance aux femmes et leur donner envie de s'exprimer publiquement et leur montrer qu'elles sont tout aussi légitimes, voire plus légitimes quand c'est leur domaine d'expertise que des toutologues. C'est vrai, et là tu as parlé de beaucoup de femmes qui pourraient être beaucoup plus visibles. Est-ce que tu as des exemples peut-être d'une femme, je sais pas, en dehors du monde de l'industrie, qui aurait finalement toute sa place pour venir un peu y secouer les codes? Une femme qui aurait toute sa place pour venir y secouer les codes, c'est la question est pas simple. En fait, je sais pas si on aurait une femme qui pourrait venir secouer les codes de l'industrie, mais on a en fait, toutes les femmes qui essayent de faire un pas de côté dans leur quotidien, que ce soit des femmes politiques qui assument leur manière de s'habiller, qui assument leur manière de penser, qui luttent aussi contre le sexisme qui existe peut-être plus fortement dans ce milieu que dans d'autres. C'est toutes les femmes qui essayent de créer et d'innover, qui en fait montrent que c'est possible. Je ne pense pas qu'il y ait forcément une personne en particulier, mais c'est de regarder toutes les personnes toutes les femmes en particulier, et toutes les jeunes femmes qui, parce qu'elles font au quotidien, essayent déjà de bouger les lignes et pour être une source d'inspiration pour secouer un peu l'industrie. Parce que l'industrie, elle est compliquée à secouer dans le sens où on dit souvent c'est moins agile que les services. Et de fait, ce sont des outils industriels qui sont très lourds, qui demandent des investissements souvent massifs. Et donc, bouger les process industriels est complexe. Et donc, ça peut induire des comportements qui se figent. Et donc, la difficulté à changer. Et donc, s'ouvrir sur d'autres univers. Et d'autres univers, ça peut être des architectes, des designers, des artistes, des sociologues, des gens qui ne viennent pas de ce monde-là et essayent de prendre les problèmes un peu différemment et de se dire, on peut peut-être changer les choses et on peut peut-être changer la manière d'interagir avec les autres et d'interagir avec la société. On ne pouvait pas te recevoir sans parler donc, de ton livre pour une révolution industrielle, donc publié chez les Presses de la Cité. Donc, c'est un essai qui remet l'industrie au centre du débat, mais pas d'une manière technocratique, qui parle d'imaginaire, d'ascenseur social, de société. Et il y a quelques phrases qui claquent, donc on va en piocher quelques-unes ensemble. Donc déjà, tu dis devant les mutations de l'industrie et de ses représentations, nombreux sont ceux qui demandent s'il ne faudrait pas trouver un mot alternatif. Est-ce que parfois le mot industrie peut paraître un peu comme un mot un peu sale, un mot qu'on n'a pas trop envie de dire, qu'on aimerait laisser un peu aux techno-politiques ou aux personnes en costard? Ouais, c'est vrai que... Alors, il faut casser une image parce que dans l'industrie, il n'y a pas tellement de gens en costard. En tout cas, quand on va dans les usines, il y a assurément personne en costard. Et si on se pointe en costard, les gens se demandent d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait.
Et en général, c'est jamais très bon signe. Ou alors, c'est qu'on a un auditeur financier, hein, si je caricature, ou un consultant qui n'a pas appris les codes. Mais il y a tout un débat sémantique sur l'industrie. Est-ce que l'industrie est encore le bon mot? Est-ce que, au regard des enjeux autour de la lutte contre le réchauffement climatique, des enjeux d'adaptation, de changement des manières de faire, d'évolution des modèles économiques aussi, on ne devrait pas utiliser un autre mot? Et je trouve que c'est un peu une fausse bataille. Oui, l'industrie, on a tout cet imaginaire négatif, mais il y a aussi tout un imaginaire positif qu'on pourrait construire autour de l'industrie et de tout ce qu'elle nous a apporté et nous a permis d'apporter. Et elle nous permettra d'avoir. Je veux dire, aujourd'hui, si on vit plus longtemps, si l'alimentation s'améliore, si on est capable de se déplacer, c'est grâce à l'industrie. Donc l'industrie, fondamentalement, même si elle a des défauts, que ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas se transformer, qu'elle ne doit pas évoluer, c'est pas tant elle le problème que les dérives qui en découlent. Donc toute la production de masse qui est liée à la consommation de masse. Et ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'on peut changer le mot, mais si on ne change pas nos habitudes et si on ne change pas la société, on ne changera pas fondamentalement le sujet et on ne résoudra pas le problème. On a un vrai enjeu de faire évoluer les choses. Et faire évoluer les choses, c'est évoluer collectivement et individuellement dans notre rapport au bien, dans notre rapport à la consommation, dans notre rapport à la nature, à l'environnement, en fait, à tout le vivant qui nous entoure et qu'on oublie. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que l'humain serait le seul être vivant. En fait, on est entouré de vivants et qu'on a besoin de préserver et on a besoin de cohabiter avec lui. Donc, si on veut cohabiter avec lui, c'est interroger nos modèles industriels et interroger nos modes de consommation. Oui. Tu dis que l'enjeu, c'est pas juste de faire revenir des usines, c'est vraiment de reconstruire finalement ce projet de société, de replacer vraiment l'usine au sein de son territoire, de réindustrialiser. Est-ce que c'est pas aussi réparer finalement, peut-être pas cet ascenseur social, mais de favoriser tout ce qui est un peu ce plafond de verre, ou plutôt vraiment ces murs invisibles qui empêchent parfois certaines personnes de rentrer dans l'industrie? En fait, ce que j'ai tendance à dire, c'est de manière un peu provoque et un peu caricaturale, c'est que l'usine, c'est la cerise sur le gâteau. En fait, une usine, elle doit s'intégrer dans un écosystème. Elle a besoin de choses pour se développer, à la fois de compétences, de ressources, de foncier et de fournisseurs, de clients, etc. Et donc, elle s'intègre dans cet écosystème et elle doit pouvoir s'y épanouir. Mais finalement, implanter une usine sans avoir questionné pourquoi on veut une industrie, au service de quel projet de société, c'est aussi se rendre peut-être plus fragile face à des fluctuations qui pourraient arriver en termes d'évolution politique, de risques géopolitiques, etc. Et c'est aussi peut-être ne pas considérer les choses de manière assez systémique, de se dire, on veut cette industrie, mais on doit aussi considérer tous les impacts positifs et négatifs. Peut-être faire évoluer les modèles. Et ce qui est intéressant dans ce qui se passe actuellement, c'est on dit beaucoup en France, c'est impossible d'implanter des projets industriels, il y a trop de contestations, etc. On voit qu'il y a des projets qui se sont développés assez rapidement parce qu'il y avait une culture industrielle dans le territoire dans lequel ils pouvaient s'implanter. Je pense notamment au sujet des batteries dans le nord de la France. Mais il y a aussi des endroits où il y a des contestations qui vont porter sur le modèle industriel qu'on défend à travers les produits qu'on développe. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes sur le sujet de la mine de lithium en Auvergne. On a bien entendu besoin de lithium pour assurer la transition écologique et pour fabriquer les batteries. Et donc, si on veut consommer ces produits des produits qui utilisent le lithium sur le territoire, il y a du sens de les produire sur le territoire et de renouer avec notre responsabilité environnementale et sociale quant à nos choix de société. Par contre, ce qui est intéressant dans les questions soulevées, c'est produire du lithium, mais pour quel usage ? Est-ce que c'est pour faire des petits véhicules, des SUV, etc. Et ça, c'est des vraies questions de société qu'on doit se poser. C'est-à-dire, une industrie, oui, mais pourquoi faire ? Au service de quoi ? Quel dimensionnement des sites industriels ? Quels produits on soutient ? Et donc, il faut vraiment qu'on
collectivement, on se dise, est-ce que on veut une industrie pour des questions de souveraineté, pour des questions environnementales, pour financer quel modèle social, pour préserver quelle valeur et je pense que ce débat, dans le contexte géopolitique actuel, avec la menace du retour de la guerre sur l'ensemble du continent européen, c'est le meilleur moment pour se poser la question de qu'est-ce qu'on veut défendre comme modèle à travers l'industrie. L'industrie, c'est un levier de souveraineté. La souveraineté, c'est un moyen d'être libre et donc de décider ce qu'on veut construire collectivement sans se laisser trop influencer, voire imposer des choses par des puissances étrangères. Tu écris que l'industrie, elle est présente partout, mais que finalement, on ne sait plus vraiment parler. Est-ce que tu penses qu'on ne gagnerait pas finalement à enseigner finalement l'industrie à l'école, un peu comme on enseigne la philo ou l'histoire, et de montrer finalement que même les profils littéraires, écolos, ou peut-être les élèves un peu plus curieux peuvent trouver leur place dans l'industrie? Alors, je ne sais pas si j'enseignerai l'industrie. Par contre, je pense que dans les cours de philosophie, on pourrait parler d'industrie, puisque tout ce qui touche le productivisme, l'industrialisme, etc., sont des sujets qui ont pu être abordés par des philosophes. La question de la nature, de l'environnement, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les discours de Descartes et de bien d'autres philosophes, et je l'aborde un peu dans le livre. Et après, ce qui est intéressant, c'est peut-être de renforcer des cours de technologie. Alors, on parle de savoir coder, on a besoin de savoir coder, mais on a aussi besoin de comprendre ce qu'est la matière, quels sont les principes physiques de base. Et peut-être, en fait, c'est montrer que l'industrie elle est partout et donc la réintroduire un petit peu partout à travers la connaissance des matières, la connaissance des flux physiques, la connaissance aussi des limites planétaire, du fait que les ressources aujourd'hui, on est certain qu'elles sont finies. Peut-être qu'à un moment, on a pensé qu'on pouvait évoluer dans un monde aux ressources infinies, mais ce n'est pas le cas. Et aussi montrer que on a besoin d'utopie, c'est nécessaire pour nous aider à transformer les choses. On a besoin de récits, mais qu'une chose est certaine, c'est que le récit qui consiste à dire, et on le trouve beaucoup dans des œuvres de science-fiction, des œuvres dystopiques, le récit qui consiste à dire il y a un échappatoire dans une autre planète ou dans la capacité à créer des bulles dans lesquelles on pourrait vivre est impossible. On n'a qu'une seule planète et donc on a une responsabilité collective de la protéger. Et on a besoin d'industrie aussi pour maintenir nos standards de vie qui doivent peut-être évoluer pour aller vers plus de sobriété et plus de simplicité. Et donc c'est comment on intègre ces différents objectifs, préserver notre base industrielle tout en préservant la nature et le vivant. Alors, on aime finir en ouvrant des possibles, en repensant l'industrie, c'est aussi se demander et si on l'a réinventé vraiment. Donc, toi, déjà, si tu pouvais réinventer ton parcours ou peut-être te glisser un conseil à la Anaïs qui a 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ouh là là, qu'est-ce que je lui dirais? Je sais pas, avec le recul, mon parcours est fait de hasard. J'étais pas destinée à faire une thèse, j'étais pas destinée aller dans le conseil et j'étais peut-être pas destinée à aller dans l'industrie ou peut-être que je l'étais parce que les choses sont totalement déterministes et que tout était déjà écrit. Mais je pense que je referais pas les choses différemment parce que j'ai aimé tout ce que j'ai fait et j'ai aimé là où ça m'a conduit et pas peut-être en termes de ce que j'ai pu faire en termes de parcours, mais aussi les gens que ça m'a amené à rencontrer qui en fait, j'aurais pas aimé une vie où je ne les rencontre pas parce qu'ils m'ont permis de faire ce que j'ai fait et d'être qui je suis avec tous mes défauts et mes qualités. Ça fait un peu auto-centré en disant comme ça. Alors, est-ce qu'il y a une invention industrielle qui te fascine ou qui te fait vraiment rêver? Alors, ça va être terrible parce que moi, j'ai un truc qui me fascine. Et c'est pas du tout mainstream en ce moment d'être fasciné par ça, mais ce qui me fascine, c'est les choses qui volent, les avions, les fusées, ces colosses d'acier qu'on arrive à envoyer. Pas que d'acier d'ailleurs, je sens qu'un esprit chafouin va me contredire en me disant l'acier c'est trop lourd, mais c'est comment on arrive à faire voler ces objets. Alors les autres esprits chafouins me disent que ça répond à des lois physiques et que vraiment j'ai rien compris, mais il y a aussi plein de choses qui sont fascinantes dans l'industrie, dans sa capacité à s'inspirer du vivant et plein de choses moi que je
qui sont beaucoup plus anecdotiques d'une certaine manière que des avions, des fusées ou même des trains, hein, qui sont aussi très liés à l'imaginaire de l'industrie française, parce que qu'est-ce qui a aussi contribué à la renommée de la France? C'est le TGV, la Caravelle, les programmes Ariane, etc. Donc, j'ai un esprit qui est très imprégné de notre imaginaire industriel. Mais par exemple, le velcro qui s'inspire des petites boulettes qui collent est aussi une expérience fascinante, enfin quelque chose de fascinant. Et comment est-ce qu'on pourrait arriver à développer des produits qui s'inspirent de la nature pour essayer du coup d'être plus vertueux? Ça, c'est peut-être ce qui me fait rêver pour demain. Trop bien. Et une dernière question, si tu avais un super pouvoir pour transformer l'industrie, tu utiliserais quoi? Si j'avais un super pouvoir transformer l'industrie, ce serait un pouvoir... en fait, c'est complexe d'avoir un super pouvoir. Peut-être le pouvoir, ça serait d'avoir quelque chose qui puisse dire... on a une baguette magique et demain, l'industrie, elle devient vertueuse, c'est-à-dire elle devient ancrée dans son territoire, c'est-à-dire aussi les donneurs d'ordre respectueux de leurs fournisseurs, avec des relations sociales pacifiées et une place plus grande donnée aux salariés, notamment dans les conseils d'administration des grandes entreprises, avec un engagement aussi des salariés dans le capital de toutes les entreprises, avec pourquoi pas plus de scope, en tout cas une industrie qui redistribue et qui s'ancre dans son territoire et qui redistribue aussi peut-être certains de ses bénéfices avec le territoire. Alors, on dira, on fait déjà avec la fiscalité. Je fais aussi les questions-réponses pour les gens qui sont qui m'expliquent toujours que j'ai oublié de parler de 250 choses, mais ça m'obligerait à parler 3 fois plus vite. C'est une industrie qui se régénère, qui arrive à avoir des boucles infinies sur les matières et donc qui consomme presque plus de matières premières vierges, qui a réduit très fortement ses impacts environnementaux, que ce soit en termes de CO2, de pollution avec les microplastiques, de consommation d'eau, et qui contribue à préserver, voire à développer la biodiversité. C'est une industrie qui participe grandement à améliorer la qualité de vie individuelle et collective. Donc finalement, c'est un monde plus vertueux dans lequel chacun peut s'épanouir. Alors c'est un côté utopique, mais de toute manière, même si la période géopolitique actuelle nous donne envie de penser le court terme et qu'il y a des enjeux de compétitivité, et on doit respecter la compétitivité, assurer la compétitivité des entreprises parce que c'est ça qui fera leur pérennité, mais on doit aussi dès à présent intégrer le long terme, et le long terme, c'est être plus vertueux et ne pas flinguer la planète avec nos activités, nos modes de consommation. Et ça, c'est de la responsabilité des industriels, mais aussi c'est notre responsabilité tout à chacun. On a un pouvoir d'action avec notre pouvoir d'achat, avec notre capacité à nous engager dans des associations, mais aussi dans les entreprises pour les transformer. Et si j'avais peut-être un message à donner aux jeunes qui existent, c'est en fait, ne regardez pas l'histoire se passer, soyez les acteurs de l'histoire qu'on est en train de vivre. Et pour ça, on a besoin que les jeunes générations s'engagent massivement dans l'industrie pour la pousser à se transformer, pour être ce poil à gratter, bien dire on a toujours fait comme ça, mais en fait on pourrait peut-être faire différemment. Et parfois on ne peut pas, et parfois on peut, mais on a besoin de gens qui ont envie de transformer notre monde. Sinon, dans 50 ans, on se regardera en se disant on est dans un monde à plus 5 degrés, c'est vachement sympa. Il y a plus rien n'est soutenable, et de toute manière l'industrie va avoir du mal à opérer parce qu'on a tellement de sécheresse et des conditions de travail pas possibles que ça sera pas viable. Donc il faudra sûrement un peu s'adapter, mais il faudrait surtout qu'on n'arrive pas à de tels extrêmes, et ça repose sur chacun d'entre nous. Ouais, c'est vrai, c'est un beau message pour tous ces jeunes qui veulent changer le monde mais qui ne savent pas par quoi commencer. C'est déjà une bonne idée. Merci Anaïs pour cette conversation passionnante. Aujourd'hui, on a parlé d'imaginaire, de stéréotypes de genre, de transmission, et surtout de ton engagement dans l'industrie, et bien sûr de ton livre Pour une révolution industrielle. Donc un grand merci pour ton éclairage. Vous pouvez suivre Anaïs Vaigili partout sur Internet et retrouver son livre en librairie. Et pour ne rien manquer donc des actus de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale et de la Facto, vous pouvez nous rejoindre sur LinkedIn et bien sûr nous rejoindre aussi dans la vraie vie pour vous engager vous aussi et réconcilier votre génération avec l'industrie. On se retrouve chaque mois pour un nouvel épisode, et dès le mois de mai avec Maïna Tréguier pour parler d'engagement et d'industrie.
Industriel, c'est la voix des femmes qui fabriquent le monde. À très vite.